Bienvenue à cette édition sur EZL Télévision, le sommaire. La mosquée de Djonké a abrité une conférence de presse ce mercredi matin animée par l'imam Ibrahima Ousmane, député à l'Assemblée nationale. L'objectif visé est d'exposer les biens-fondés du projet de loi lié à la ratification de la charte amendée de l'Organisation et de la coopération islamique votée au Parlement le 21 juillet dernier. L'illustre maestro Jonas Pedro a quitté ce monde à l'âge de 61 ans il y a 16 ans. Dans ce journal, un aperçu sur le salsero qui pendant plusieurs années a égayé le cœur des mélomanes. La conduite des conducteurs de taxi-moto communément appelés émigrants interpelle plus de leur arrogance sur la route est parfois due aux effets de certains produits qu'ils consomment. À suivre dans cette édition leur univers. Bonsoir mesdames et messieurs, 31 conseillers municipaux de Parakou sont convoqués pour ce jeudi à 10h en vue de la reprise de l'élection du maire, des adjoints au maire et des chefs d'arrondissement. Il faut noter que les FCBE sont actuellement à 15 sièges, 12 pour le BR et 4 pour l'Union progressiste. La révision du règlement intérieur de l'Assemblée nationale votée par les députés en juillet dernier est conforme à la loi fondamentale. La Cour constitutionnelle l'a validée à travers la décision DCC fin-560 rendue le 6 août dernier. Louis-Yves Lavonou, le président de l'Assemblée nationale, a saisi la haute juridiction pour contrôle de conformité à la Constitution, la résolution numéro 2020-01 portant révision du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, ce sur le fondement de l'article 191 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Le président de la commission des lois, Orden Aladati, a retracé l'historique du vote de cette loi et en a exposé les grandes innovations. C'était le 19 juillet 2019. C'était le 19 juillet 2020 sur l'émission L'invité suivait plus tôt. Depuis la 6e législature, les députés ont tenté de toucher au règlement intérieur. Moi, personnellement, au cours de la 7e législature, j'ai été membre d'une commission dirigée par l'honorable Gounou, au fin donc de proposer les modifications souhaitables par rapport au règlement intérieur. Nous avons fait un travail. Alors, l'orientation donc de ce travail était un peu plus osée, hein. C'est-à-dire que nous avons fait un travail dans le fond où il fallait, par exemple, revoir la structuration du bureau de l'Assemblée nationale. Nous savions que les commissions techniques que nous avons aujourd'hui, il y a eu beaucoup de voix qui ont proposé que l'on puisse étoffer ces commissions et que l'on ait un peu plus de commissions telles que la commission suivi, évaluation, par exemple, ainsi de suite. Voilà un peu des points qu'au cours de la 7e législature, les députés ont validés. Mais voilà que le bureau de l'Assemblée nationale nous saisit sur 16 points précis qui ne concernent pas ces points. On dit, on profite pour quand même régler nos problèmes parce que le règlement intérieur sur le temps a révélé donc, quelques insuffisances qu'il va falloir corriger. Donc on s'est dit, on en profite pour corriger ces insuffisances. Mais alors, quelle sera la portée donc, de cette modification? Est-ce qu'on va dans le sens des rapports qui ont été déposés par le passé qui visent quand même à revoir fondamentalement les choses à l'Assemblée nationale ou bien on reste donc dans un amendement technique et mesurable? En commission, nous avons opté pour les modifications donc dans une portée limitée pour ne pas aller dans le fond. Tout ce qui pourrait avoir des incidences financières et tout, nous les avons mis de côté. Donc il y a eu les 16 points de résolution du bureau de l'Assemblée nationale, les points d'insuffisance que nous avons révélés par le passé, mais qui n'ont pas d'envergure sur les finances de l'Assemblée nationale et autres. Mais en plus, il s'est fait qu'entre-temps, nous avons modifié la constitution du Bénin. Ce qui fait que le règlement intérieur n'est plus en cohérence avec les dispositions constitutionnelles. Donc, il était nécessaire donc, de mettre le règlement intérieur au goût du jour donc, de la constitution révisée. C'est ce que nous avons fait. Mais il se fait que dans les discussions, nous ne sommes pas compris sur un point. C'est le fameux article 24. Globalement, ça
Ça parle donc des conditions donc, de création des groupes parlementaires à l'Assemblée nationale et donc de leur fonctionnement. Mais alors, les débats en cours, c'est des points majeurs. Est-ce qu'un parti politique représenté à l'Assemblée nationale peut s'organiser à travers plusieurs groupes parlementaires ou pas? Vous devrez avoir votre réponse donc dans la perspective, dans l'idéal donc du système partisan réformé que nous sommes en train de poursuivre, de construire chaque matin. Et vous êtes d'un même parti politique et vous venez au Parlement et vous êtes dit que vous avez plusieurs groupes parlementaires. Pourquoi? C'est ça la première question. Sur ça, nous n'étions pas totalement d'accord. Deuxième point de vue, un parti qui vient à l'Assemblée nationale, qui n'a pas les 10%, ce n'est pas nouveau pour dire que pour constituer un groupe parlementaire, il vous faut 10%. Si vous venez à l'Assemblée nationale, que vous n'avez pas 10% pour faire à vous seul un groupe parlementaire, est-ce que vous pouvez vous mettre ensemble avec les députés d'un autre parti qui, comme vous, n'ont pas pu avoir les 10% pour qu'ensemble, vous créez un groupe parlementaire? Voilà la deuxième question qui s'est posée aux députés. La troisième question, c'est que comment, quand le groupe parlementaire est constitué, comment il se structure à l'intérieur? Avant, c'était un secrétariat, un président et un secrétariat. Par gentleman agreement, nous sommes entendus cette fois-ci pour avoir un petit bureau, puisque c'est de gros partis aujourd'hui. L'Union progressiste à l'Assemblée nationale seule aurait pu créer 5 groupes parlementaires. Le Bloc républicain, à lui seul, aurait pu créer 4 groupes parlementaires. Pour mémoire, aujourd'hui, 10% des députés à l'Assemblée nationale pour créer un groupe parlementaire, ça fait 9 députés. Donc l'Union progressiste, qui a 46 députés, aurait pu créer 5 groupes parlementaires. Et puis le Bloc républicain, qui en a un peu moins, 37 je crois, aurait pu créer 4 groupes parlementaires. Mais nous nous sommes dit que c'est incohérent par rapport à la réforme du système partisan de son domaine. Donc l'UP a un seul groupe parlementaire et le BR un seul groupe parlementaire. Voilà qu'il est temps de changer le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Est-ce que nous consacrons ce que nous avons géré politiquement à travers les tests ou pas? C'était la première question sur laquelle on ne s'est pas entendu. Alors, évidemment, nous avons tranché, il faut consacrer cela. Quand vous êtes un parti politique représenté à l'Assemblée nationale, un seul groupe parlementaire pour parler en votre nom. Et puis terminer. Par rapport à la seconde question, est-ce que plusieurs partis politiques représentés à l'Assemblée nationale peuvent se mettre ensemble et créer un groupe parlementaire? C'est non. Si vous n'avez pas le nombre requis pour avoir un groupe parlementaire, vous êtes non inscrit. Et si vous démissionnez, parce que vous pouvez être député, élu sur la liste d'un parti politique, et décider de ne pas appartenir au groupe parlementaire qui répond au nom du parti. Mais alors, si vous le faites, vous demeurez non inscrit jusqu'à la fin de la législature. Le mardi 21 juillet dernier, le Parlement béninois a ratifié la charte amendée de l'Organisation de la coopération islamique. 12 ans après son adoption à Dakar, lors d'une conférence de presse ce mercredi matin à la mosquée de Djonké, l'imam Ibrahima Ousmane, député à l'Assemblée nationale, a exposé les bien-fondés de la ratification du test à la communauté islamique du Bénin en présence de ses hauts dignitaires. Suivez-le au sujet des objectifs de la nouvelle charte. Membre de l'OCI depuis 1982, plusieurs raisons motivent l'intérêt de la ratification par notre pays de la nouvelle charte de l'OCI. Ces intérêts se présentent comme suit. Premièrement, il s'agit d'une charte de protection des droits de l'homme. La ratification par notre pays de cette nouvelle charte montre à plus d'un titre combien le gouvernement du président Patrice Talon est respectueux des droits de l'homme et réaffirme à la communauté internationale et à ses citoyens son attachement à la défense des droits fondamentaux et à la lutte contre la pauvreté. Ainsi, le Bénin va consolider son engagement en matière des droits de l'homme sur la scène internationale et conforter sa place dans le concert des nations. Deuxièmement, les intérêts économiques. La ratification de cette charte offrira à notre pays un intérêt particulier, notamment l'occasion de réaffirmer son adhésion aux objectifs et aux valeurs de l'organisation, ainsi que sa volonté de renforcer sa coopération avec celle-ci. Toute chose qui pourrait favoriser le développement
et le raffermissement des relations bilatérales avec les États membres. Cette ratification permettra également l'accès de notre pays à divers mécanismes de financement contenus dans les accords spécifiques et surtout d'être éligible au programme de développement qu'offrent les banques et autres institutions de financement du monde arabe. Outre les 3 comités thématiques permanents que sont le comité de la science et de la technologie, le comité de l'économie et du commerce, le comité de la communication et de la culture, ainsi que le comité Al-Qudus, l'organisation de la coopération islamique, possède des institutions spécialisées opérant sous sa bannière, telles que la Banque islamique de développement BID et l'Organisation islamique pour l'éducation, la science et la culture. De façon spécifique, cette charte présente plusieurs avantages à la communauté islamique de notre pays. En effet, l'OCI, à travers son objet, vise à, je cite, « parler d'une seule voix pour défendre les intérêts des États membres et assurer le progrès et le bien-être de leur population et de tous les musulmans à travers le monde. » Au fil du temps et de sa consolidation, la cause de l'islam est devenue son fer de lance. À l'instar des 56 autres États membres de l'OCI, le Bénin va tirer profit des énormes avantages qu'offre la nouvelle charte de l'organisation. Plus de détails avec le député Ibrahima Ousmane. Cette nouvelle charte a pour but le renforcement de la coopération économique et commerciale intra-islamique en vue de réaliser une intégration économique et aboutir à la création d'un marché commun islamique, la promotion et le développement de la science et de la technologie, ainsi que de la recherche et la coopération entre les États membres dans les domaines social, culturel et de l'information, la propagation et la préservation des enseignements et les valeurs islamiques fondées sur la modération, la tolérance, la garantie des droits et libertés fondamentales, ainsi que de l'état de droit et le respect des principes et buts proclamés par la Charte des Nations Unies. La présente charte remplace la charte de l'OCI adoptée en 1972 et apporte comme modification majeure le respect des droits de l'homme, la promotion du dialogue intra-religieux, la lutte contre le terrorisme, le trafic de drogue et le blanchiment d'argent, la défense de la véritable image de l'islam, le renforcement de la coopération entre les pays membres dans les domaines économiques, politiques et religieux. Suivant les dispositions de cette charte, les États membres de l'organisation doivent être guidés et inspirés par plusieurs principes, notamment soutenir et favoriser, tant au niveau national qu'international, la bonne gouvernance, la démocratie, les droits de l'homme, les libertés fondamentales et l'état de droit. Veiller à la protection et à la sauvegarde de l'environnement. L'édition 2020 de la Journée internationale de souvenir de la traite négrière et de son abolition a lieu le 23 août prochain. En prélude à la célébration de cette journée, le président du comité de commémoration du 23 août, SECOM 23, fait l'historique de cette célébration. Christophe Chaudaton, au micro de Kales Kitome. La JISNA, c'est la journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition. Au début des années 1990, le Bénin et Haïti ont été les deux pays qui ont tout fait auprès des Nations Unies pour qu'il y ait une commémoration de la traite négrière, de l'esclavage et de leur abolition, qu'il y ait une journée souvenir. Et cela a été adopté. La première conséquence, c'est que l'UNESCO a mis au point un projet qui s'appelle la route de l'esclave. Ceci, c'est en 1994. Le nom du projet, c'est la route de l'esclave. C'est ça qui a décidé de trouver une date pour la commémoration de la traite négrière, de l'esclavage et des abolitions.
il fallait trouver une date. Les historiens ont choisi la date du 23 août parce que c'est dans la nuit du 22 au 23 août 1791 qu'il y a eu la plus grande révolte des esclaves à Saint-Domingue, actuel Haïti. Et c'est symboliquement en référence à cette journée que les historiens ont choisi que la commémoration ait lieu les 23 de chaque année. Mais il faut dire que quelques jours avant le 23 août 1791, quelques jours avant, plus précisément le 14 août, il y avait eu une réunion des esclaves. Et là, l'un d'eux, qui avait pris la tête de cette réunion, il s'appelait Duty Bookman, a réuni quelques personnes. Ils se sont retrouvés autour d'un fromager. La nuit, ils ont fait venir une prêtresse vaudou. Ils ont immolé un cochon créole. Ils ont bu le sang. Et c'était le pacte de sang de ces personnes. Et ils se sont dit, ce jour-là, ensemble, que leur Créateur, qui les aime bien, n'aimerait pas qu'ils restent dans ces conditions-là, et qu'il les protégera, et que leur vaudou aussi les protégera. Et à partir de là, dans cette nuit du 14 août, ils ont décidé la révolte qui aura lieu effectivement dans la nuit du 22 au 23 août 1791. Au cours de cet entretien accordé à Carles Quitomé, le président du CECOM 23, Christophe Chaudaton, rappelle les dispositions prises pour une commémoration dans le strict respect des gestes barrières. Alors, la première des choses, c'est de dire, pandémie ou pas, nous devons penser à nos déportés africains. Nous allons nous adapter aux conditions de Covid. Mais dans notre tradition, en Afrique et au Bénin en particulier, on n'oublie jamais les nôtres qui sont partis. Si vous êtes fond, vous avez dans votre famille des Assins Khossa, où les Assins représentent les parents, les anciens parents. Si vous êtes Nago, on sort les Egungun une fois par an pour se rappeler des grands-parents, les aïeux qui sont partis. Seulement pour les déportés, rien n'est fait à ce jour. Nous avions jugé que c'était nécessaire de leur rendre hommage, de les célébrer au moins une fois par an, comme nous faisons à tous nos parents habituels. Donc, Covid ou pas, nous avons demandé et obtenu, notre comité CECOM 23 a demandé et obtenu que la commémoration ait lieu dans le strict respect des gestes, des mesures barrières. Donc, comme tout le monde, nous serons moins de 50, il y aura la distanciation sociale, il y aura des masques, il y aura de lavage de mains ou de gel, mais tout sera respecté et dans un tout petit comité, nous ferons cette commémoration et nous rendrons hommage à ces millions et des millions de déportés africains, pas seulement béninois, mais africains qui sont partis.
Le président Obasanjo disait dans une conférence de presse à Cotonou, il y a 2-3 ans, ce président Obasanjo disait « Si nous les Africains, nous ne trouvons pas une journée pour commémorer nos déportés africains, leur âme ne nous laissera jamais en paix. » 12 août 2004, 12 août 2020, 16 ans déjà que l'ambassadeur de la culture béninoise de l'emblématique groupe Africando a tourné dos à la scène. Le maestro Jonas Pedro a tiré sa révérence à l'âge de 61 ans au Centre national hospitalier et universitaire Hubert Kutukumaga. Les nombreux styles de musique tels que le highlife, le agbadja au rythme de la salsa sont revisités par les mélomanes du chanteur, auteur, compositeur, instrumentiste, danseur et salsero Yonan Sansou Pierre Kwasivi alias Jonas Pedro. Dans le commentaire à suivre, je vous invite à revisiter le parcours d'une grande icône africaine. De son vrai nom, Jonas Sansou Pierre Kwasivi, Jonas Pedro est né le 10 janvier 1943 à Cotonou, au Bénin. Le salsero béninois est mort le 12 août 2004 au Centre national hospitalier universitaire Hubert Kutukumaga à l'âge de 61 ans des suites d'un cancer de la prostate au bout de 40 années de carrière. Il laisse en héritage d'innombrables albums et 7 enfants. En tant que chanteur, auteur, compositeur, instrumentiste et danseur, Jonas Pedro a pratiqué le highlife, la juju music et le agbadja. Il a modernisé le agbadja traditionnel de Lokossa, sa ville d'origine dans le département du Mono au sud du Bénin. Il en fait le agbadja world beat. Il chante dans de nombreuses langues telles que le mina, le hadja, le yoruba, le français, l'anglais et l'espagnol. Jonas Pedro a chanté Fesso Jaye, qui est devenu le générique d'une émission à succès des Jeux panafricains en 1973. Jonas Pedro a su marquer le monde musical avec plusieurs titres tels que Davoda Bome, Iriri Boum, Azonklon, Kandevie, Les femmes d'abord, Oh que le temps passe, Las Melodias. Jonas Pedro estime que la musique guérit. Il l'a chantée et il a créé la salle musique clinique dans sa maison où des maladies peuvent être guéries. Le taxi-moto est un métier qui nécessite assez d'énergie. Pour l'exercer pleinement, les agents de ce secteur d'activité, souvent à la quête du meilleur, se livrent au dopage, sous prétexte de combattre la fatigue ou de prévenir les maladies pouvant ralentir leur élan au travail. Gloria Maouonouye, Emmanuel Amoussou, sous la supervision de Carles Kitome, nous révèle les faits à travers ce reportage. Suivi. Plusieurs conducteurs de taxi-moto démarrent leur journée en consommant des décoctions à base de plantes naturelles, de caféine et de produits pharmaceutiques. Nous, clients tenant quoi vivre en zé. Amukunyawa. Bon nous à l'ocre valé et n'a quoi en bain. Quoi à quoi ba da ka beaucoup gbe. Nous voulons nous à le donc péré quand péré rien ensemble en soyi. Ces consommations sont faites pour se prévenir de certains maux ou pour se booster et ne sont pas sans conséquences. Quand tu as la fatigue, d'abord nous traitons la fatigue, le paludisme et le paludisme. Oui. Nous avons bon quand rien de bon l'entour mais là de rien les fatigué ouais bon when they na be solo jitu yo when we ando HD na do be solo jitu yo when nous me de so no faible do ne kumeton on we ne nda gbe de beto do na san e no son ke gene to bo ke to no derae parce que when they are we ne nous yo ke to no de bo ye nous le yo no mi no wa so bu no kun keke ganji mais de ti bo yo mi no do fatigue
Ces usages qui sont de l'automédication sont très répandus et méritent l'attention de l'autorité. Les acteurs du football béninois devront attendre encore un peu pour passer en revue le bilan de la saison 2019-2020. Dans un communiqué publié ce mardi, le comité exécutif de la FPF a informé du report des dates ultérieures des assemblées générales ordinaires et extraordinaires initialement prévues les 22 et 23 prochains. Ces assises vont se dérouler les 18 et 19 septembre 2020 à Grand Popo. Au Soudan du Sud, affrontement entre civils et soldats armés qui refusent de se prêter à une opération de désarmement. Suppression à Hong Kong des traités d'extradition avec la France et l'Allemagne. Placement de l'ensemble du Niger en zone rouge, excepté la capitale Niamey, par le ministre français des Affaires étrangères. Compilation signée Nafissato Hassani, Cynthia Tossavi et Fidèle Oussou. Au Niger, la traque des assaillants se poursuit, assure le gouvernement, après l'assassinat de 6 humanitaires français, leur chauffeur et leur guide dimanche dans le parc aux girafes de Kouré, au sud de Niamey. Notons que sur le plan judiciaire, l'enquête ne fait que commencer. Les enquêteurs nigériens devraient bientôt recevoir l'appui d'enquêteurs venus de Paris. Environ 127 personnes ont été tuées dans les affrontements entre civils et soldats armés qui refusent de se prêter à une opération de désarmement au Soudan du Sud. L'annonce a été faite par le porte-parole de l'armée, Lul Hwai Kwang, ce mercredi 12 août 2020. Il est à noter également que 82 civils ont été tués dans ces heurts, de même que 45 soldats de l'armée du Soudan du Sud. Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a placé ce mercredi 12 août 2020 l'ensemble du Niger à l'exception de la capitale Niamey en zone rouge après l'attaque dans laquelle 6 Français ont trouvé la mort. Rappelons qu'avant l'attaque, la partie sud du pays était en zone orange et la route menant à la réserve naturelle où l'attaque a eu lieu, ainsi que la ville voisine de Kouré en jaune. Le gouvernement régional de Bruxelles a annoncé ce mercredi 12 août que le port de masque devient obligatoire dans l'espace public sur tout le territoire de la région à compter d'aujourd'hui. Le port du masque était déjà obligatoire dans la plupart des lieux publics clos depuis le 11 juillet pour toutes les personnes âgées d'au moins 12 ans. Sa généralisation dans les autres communes de la région s'explique par le franchissement du seuil de 50 contaminations quotidiennes pour 100 000 habitants. Le gouvernement régional a ajouté que le port de masque couvrant le nez et la bouche est donc désormais obligatoire pour toute personne âgée de 12 ans et plus dans les lieux publics et privés. Hong Kong a annoncé ce mercredi 12 août la suspension des traités d'extradition avec la France et l'Allemagne, quelques jours après que ces deux pays européens ont pris des mesures similaires en signe de protestation contre le recul des libertés dans la ville. Notons que quelques jours auparavant, le ministère allemand des Affaires étrangères avait fait une annonce similaire, invoquant notamment les récents événements et notamment le report vendredi d'1 an des législatives pour cause de coronavirus. C'est tout, mesdames et messieurs, pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt.